Bonjour et bienvenue à tous. Dans la masterclass d'aujourd'hui, on va aborder une question très importante qui est celle de concevoir son propre et unique parcours professionnel. Vous vous interrogez peut-être sur vos prochaines étapes, sur ce que sera votre carrière, ou vous songez peut-être même à réinventer votre carrière. Et aujourd'hui, il y a Marine Bonnefond qui nous rejoint de Johnson Johnson pour nous expliquer comment élaborer le plan qui vous permettra d'y parvenir. Bonjour Marine, Bonjour, bonjour à tous. comment allez-vous? Très bien, je suis ravie d'être avec vous. Eh ben, parfait, on est ravis de vous avoir. Alors, juste avant qu'on commence, je vais parler de quelques petits détails pratiques pour que tout soit clair pour tout le monde. Vous allez bien évidemment avoir des questions pour Marine et vous pourrez les poser, pas dans le chat, mais dans le petit tab qui s'appelle questions. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, ça vous permet de faire des likes sur les questions et concrètement, ce qui va se passer, c'est que les questions que vous avez le plus likées vont se retrouver en tête de liste et du coup, on pourra enfin les traiter, en fonction du nombre de likes qu'elles ont reçus. Donc, s'il vous plaît, dans le tab, questions et on va les garder pour la fin de la session. Donc, d'abord, il y a Marine qui va répondre à un certain nombre de questions et ensuite, à la fin, donc, on prendra le temps de répondre aux questions que vous avez posées. Donc, en espérant que c'est clair pour vous tous, on va commencer par l'expérience professionnelle de Marine. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours, enfin, comment vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui? Donc, nous parler de vous, votre parcours professionnel et universitaire. Pas de problème. Donc, alors moi j'ai fait un bac S, et ensuite j'ai fait 2 premières années de pharma. En fait, je savais pas réellement ce que je voulais faire, après le bac, mais je savais que le milieu de la santé était un lieu qui m'intéressait en tout cas. Et puis, j'ai écouté mon père aussi qui m'a orientée vers, vers pharma et du coup, je me projetais pas forcément sur un métier, pharma pour moi, c'était, finalement, des personnes qu'on voit en officine, en pharmacie de ville, hein, qui distribuent les médicaments aux patients, mais j'avais pas forcément d'idée sur, l'étendue de tous les métiers qui étaient possibles après pharma et donc forcément sans réussir à me projeter, j'avais 17 ans, je j'ai pas forcément, mis tout en œuvre en tout cas pour réussir, ce qui fait que j'ai pas réussi, le concours, ni la première année ni la deuxième, hein, même si j'ai réussi à avoir un 17 en biochimie. Je me souviens que ça m'avait marqué parce que c'était la seule, matière que j'avais réellement, travaillée. Mais en tout cas, voilà, donc j'ai fait, d'abord, pharma et puis ensuite, j'ai fait une école d'ingénierie, de la santé donc à Lille qui s'appelle ILIS et en fait, c'est une école qui, à l'époque, était surtout faite pour justement les étudiants qui avaient, raté médecine et pharma, raté en termes de concours, hein, et de places, parce que finalement on avait eu des apprentissages pendant cette première année et donc cette école était, essentiellement faite, voilà, pour, pouvoir capitaliser sur ce qu'on avait appris quand même en 1re année. Donc moi j'ai intégré, cette école qui est une école en 5 ans et en fait au bout de la 3e, année, on pouvait se spécialiser. Moi j'ai pris le parcours, recherche clinique. Donc toujours un peu lié à ce que je disais au début, hein, ce métier de la santé qui m'intéressait. Moi, j'ai toujours été, passionnée notamment je me souviens que quand j'étais plus jeune, je regardais beaucoup le Téléthon. Je trouvais ça assez passionnant d'avoir, ces avancées thérapeutiques, de la médecine et les nouvelles thérapies, comment est-ce qu'elles pouvaient, finalement modifier alors le génome humain, mais voilà, toutes ces médicaments qui pouvaient, transformer la vie des patients. Je trouvais que c'était, très important pour moi et donc c'est vrai que naturellement, je me suis, orientée vers la recherche clinique. Donc c'est comme ça que j'ai découvert finalement plusieurs laboratoires pharmaceutiques parce que j'ai eu la chance dans, ces années d'études d'avoir des stages, quasiment tous les ans. Donc moi, j'ai fait des stages chez, Novartis, chez, GlaxoSmithKline, chez, Boehringer Ingelheim, chez AstraZeneca. Donc ça m'a permis vraiment d'avoir en plus l'étendue finalement des parcours et des métiers qui étaient possibles, dans l'industrie pharmaceutique. Donc ça, c'était vraiment déjà, quelque chose de très enrichissant et puis, bah, au travers de ces expériences-là, il m'est apparu assez vite alors c'est bon, mon stage de 5e année, je crois, où finalement il était important de bien parler de sciences et donc moi j'avais la compétence finalement scientifique, mais bien en parler, c'était sans doute aussi faire, une école de commerce. Donc moi j'ai fait un 3e cycle et j'ai fait une année de plus donc à HEC en management de projet et c'est vraiment là où, ça a permis de rencontrer des personnes d'horizons très différents parce que je me retrouvais plus
avec des personnes qui avaient le même parcours que moi. On était tous ingénieurs, mais certains étaient ingénieurs, enfin la plupart d'ailleurs étaient ingénieurs purs et durs, entre guillemets, qui avaient fait Centrale, les arts et métiers, etc. Et donc, il y avait des profils très différents et des profs qui aussi étaient très différents, puisque c'était des personnes qui travaillaient en entreprise dans des industries comme Safran, Air France, Technip, donc qui apportaient complètement autre chose et une ouverture d'esprit très importante. Et c'est vraiment HEC, c'est vraiment l'ouverture de chakra, quoi. Ça a été vraiment une année où pour découvrir un environnement complètement différent. Bon, moi, pour autant, je suis pas sortie de la santé. À HEC, on a eu la chance d'avoir des forums de métiers où on pouvait rencontrer comme ça différentes entreprises. Donc moi, je me suis orientée évidemment vers les laboratoires pharmaceutiques, hein, parce que c'était vraiment ce que je voulais faire. Et finalement, c'est grâce à ce forum que j'ai rencontré Johnson & Johnson, que je ne connaissais pas particulièrement, hein, parce que on sait que c'est un groupe mondialement connu dans la santé, mais c'est vrai que en termes de laboratoire pharmaceutique, on connaît plus Sanofi ou Roche, et en fait, c'est tout bête, mais il y avait quelqu'un donc qui avait fait le même master que moi, mais la promo d'avant, qui était sur ce forum des métiers. Et donc en fait, on en a discuté, il m'a expliqué ce qu'était J&J et puis de fil en aiguille, il y avait un stage qui était disponible là où il était, lui, donc chez Janssen, hein, qui est donc la filiale pharma de J&J. Et donc c'est comme ça finalement que je suis rentrée par un stage grâce à ce forum des métiers et à cet ancien élève qui avait fait le même parcours que moi, quoi. Donc peut-être juste pour resituer, si comme moi, vous ne saviez pas qui était J&J et Janssen. Donc Janssen, ce que je disais, hein, c'est l'entreprise pharmaceutique du groupe J&J. La mission de Janssen, c'est vraiment de bâtir un futur dans lequel n'existe plus. Donc c'est très fort comme message. Notre volonté, c'est vraiment de travailler sans relâche pour faire que ce futur soit une réalité. Donc nous repoussons les limites de la science pour lutter contre les maladies, en faisant preuve évidemment d'ingéniosité pour améliorer l'accès aux soins et faire renaître l'espoir auprès des patients, parce que quand on parle de pathologie, on parle de pathologie assez lourde, hein. On est dans des domaines thérapeutiques comme l'oncohématologie, donc vraiment les cancers voilà, assez lourds, l'immunologie, tout ce qui est psoriasis, pardon, maladie de Crohn. On est aussi en virologie dans les maladies infectieuses, les neurosciences. On a eu longtemps la schizophrénie, notamment encore aujourd'hui avec les infections résistantes, les maladies cardiovasculaires et métaboliques, et puis l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc c'est vraiment des zones, voilà, des aires thérapeutiques très, très vastes où il y a un vrai besoin pour les patients de trouver des traitements. Et donc pour terminer sur mon parcours, donc moi ça fait 10 ans maintenant que je suis Janssen, pile ce mois-ci d'ailleurs, joyeux anniversaire à moi. Et donc moi j'ai commencé aux affaires commerciales, donc grâce à ce stage en fait je suis arrivée aux affaires commerciales chez Janssen. Puis donc je suis restée en CDD puis en CDI. Et puis après j'ai eu la chance de changer beaucoup de départements. Moi je suis devenue après directrice régionale des ventes en psychiatrie. Ensuite, j'étais manager des responsables scientifiques dans la partie médicale, en immunologie. Et puis, depuis le novembre dernier, maintenant, je suis responsable marketing pour un produit dans la sclérose en plaques. Donc, c'est assez riche et assez varié, ce qui permet notamment Janssen. Écoutez, Marine, merci beaucoup pour l'introduction. Très intéressant comme parcours. Ce qu'on peut dire, c'est que vous avez su, enfin, assez tôt, que vous vouliez mettre le cap sur le pharmaceutique. Donc, et vous l'avez maintenu. Voilà. Écoutez, dans ce cas-là, moi, je vous propose qu'on se lance dans la masterclass proprement dite. J'aurai un certain nombre de questions à poser à Marine et je pense qu'il y a peut-être des étudiants qui se sont joints à nous un peu après le début. Donc, comme je disais au départ, n'hésitez pas à poser vos questions à Marine dans l'onglet questions. Et sachez donc que vous pouvez faire des likes sur les questions que vous trouvez les plus importantes et on va les traiter à la fin. Voilà, donc si on commence par une première question, donc comment planifier sa carrière, enfin comme thème global. Quand on parle, enfin quand il est question de carrière, on peut avoir un certain nombre de questions, de préoccupations, on va dire. Et Marine, enfin bon, est-ce que on peut dire que vous, quand vous avez commencé votre carrière, vous aviez un plan dès le départ?
Honnêtement, je pense pas. Je pense pas vraiment, en plus, ça fait toujours un petit peu peur, je pense, un plan, la carrière, elle est quand même longue, donc c'est vrai qu'avoir un plan à plus de 40 ans, c'est beaucoup. Alors peut-être des objectifs, peut-être de carrière et encore que je pense pas trop, je pense que ça s'est vraiment construit au départ, sans réellement que ce soit conscient. C'était plus, c'est guidé par les rencontres que j'ai faites, je rien que finalement avec le parcours, ne serait-ce que scolaire, de se dire: «Bah, voilà, je suis dans mon école d'ingénierie de la santé, je rencontre des gens en stage qui me disent, "Bah, Marine, tu sais, ça va être important, aujourd'hui d'avoir un 3e cycle en école de commerce pour faire la différence." Donc du coup, dire: «OK, ça m'intéresse» et finalement, c'est un peu comme ça, je rejoins, Janssen grâce à ce forum des métiers, une entreprise que je connaissais pas forcément, dans un secteur en plus, enfin en termes de département qui est aux affaires commerciales, donc qui est comme ça un peu, éloigné du médical ou de ce que je voulais faire, pour la petite anecdote, en plus, mon père est grossiste en médicaments et mon premier job a été de de travailler avec les grossistes, à se dire: «Bah, je suis très éloignée de ce que j'avais réfléchi». Mais au final, c'est plus, la curiosité et l'ouverture d'esprit, en fait, de se dire: «Bah, je prends, une direction», si évidemment ça fait sens avec ce que je ressens, mais d'être ouvert aux opportunités et de voir ce que ça peut donner. Je pense qu'au départ, un plan de carrière, ouais, c'est peut-être un peu tôt. Ça se construit, en fait, plus que ça se réfléchit en termes de plan de carrière. Mmh. Très bien, merci beaucoup. C'est un bon conseil et justement pour ce qui est du fait de construire un plan, est-ce Ouais, que vous avez des conseils, à donner à ce sujet? ouais, je pense que en fait, ce qui est important, c'est vraiment de se poser la question et de se regarder un petit peu dans le miroir et de se dire finalement qu'est-ce qui me motive au quotidien pour me lever le matin? Mmh. Qu'est-ce que je veux faire, dans mon job? Je pense que c'est un truc en plus qui a de plus en plus de sens, notamment suite au Covid. Je pense qu'il y a eu, beaucoup, beaucoup de personnes qui se sont demandé, si finalement elles étaient vraiment épanouies dans leur travail et je pense que ce qui va permettre de construire ce plan, c'est vraiment ça, c'est vraiment de se dire, «Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me motive? C'est quoi mon but?» et si je reviens sur, G&G, nous on a des valeurs, très présentes. On a un credo en fait qui a plus de 130 ans je crois et qui est vraiment très, 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 très fort et qui toujours nous remet face à, finalement nos obligations, vis-à-vis des patients, des professionnels de santé et aussi des employés de G&G. Donc c'est vraiment important d'avoir, ce cadre, en tout cas pour nous, de se dire: «Bah, je sais pourquoi je le fais. Je le fais pour les Mmh. patients, les professionnels de santé et bien sûr au sein de mon entreprise pour que les employés, soient le plus épanouis, quoi». Notre raison d'être en fait chez Janssen, c'est vraiment ça, on le symbolise sur, ensemble sans attendre pour transformer la vie des patients. C'est vraiment, hyper important. Je pense que la santé, c'est un sujet qui de toute façon, est assez naturel quand on se dit que ça donne un but ou un sens, mais ça peut être, moi je vous parle de mon expérience à moi, mais finalement ça peut être sur plein d'autres choses. Je pense que pour revenir à la question, c'est vraiment, qu'est-ce qui fait sens pour vous? Qu'est-ce qui vous la petite flamme intérieure qui vous dit, Mmh. qu'est-ce qui résonne en fait, avec vous, hein? Je pense que c'est ça Mmh. le important. Mmh. Partir de ses propres valeurs Mmh, pour trouver le c'est bon chemin. ça, Mmh. exactement. Ouais, très bien. Merci. Heu, une question qui concerne d'éventuels outils, pour élaborer un plan de carrière. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre concrètement? Est-ce qu'il y a des outils qui pourraient être utiles? Mmh. Je pense qu'un des premiers outils, c'est le papier et le stylo. De se dire finalement, encore une fois, je reviens à cette petite flamme, donc moi, qu'est-ce qui me motive? Faire un petit peu une introspection, quoi. Qu'est-ce qui me motive? Quelles sont les compétences que j'ai envie d'acquérir, de découvrir pendant les années, qui arrivent? Par exemple, si vous avez un parcours marketing aujourd'hui, de se dire: «Bah, finalement, qu'est-ce que dans ma carrière j'aimerais au-delà du marketing, découvrir?» Donc ça peut être les ventes, ça peut être, donc là vraiment les ventes sur le terrain, hein, mais ça peut être aussi, aller découvrir, l'analyse de toutes ces ventes, donc plutôt, une approche plus chiffrée. C'est peut-être de se construire un petit peu des blocs, déjà rien qu'avec nous-mêmes en termes d'outils,
de se dire, bah, voilà, dans 10 ans, c'est peut-être loin, mais de se dire, en petites étapes comme ça, peut-être à horizon de 2 ans, de se dire: «Bah, voilà, je me donne, tant de temps pour découvrir telle compétence ou tel secteur», hein. Ça peut être, sans parler forcément dans une même entreprise, mais de se dire, bah, moi, j'ai envie d'aller, expérimenter, différentes entreprises dans l'agroalimentaire peut-être et de se dire: «Bah, tiens, je veux aller, chez un tel d'abord, qui fait plutôt tel, produit et puis après aller voir tel autre produit». C'est vraiment de se dire, de construire un petit peu, mon plan de compétences à acquérir. Qu'est-ce que j'ai envie d'explorer? Et puis on peut avoir envie de ce que je disais, hein, de faire le même «travail» entre guillemets, toute sa vie, mais dans des univers très différents, donc qui sera pas forcément la même chose, mais d'apprendre toujours en fait. C'est vraiment, donc c'est pas vraiment un outil, au sens, propre, mais c'est vraiment de se poser, je pense, devant sa feuille blanche et de se dire: «Qu'est-ce qui est important pour moi?» Mmh. Ouais, se poser les bonnes questions dès le départ. C'est ça. Mmh. Alors, si on regarde un petit peu la situation, des personnes qui sont là avec nous aujourd'hui, des étudiants, qui auront bientôt obtenu leur diplôme, quelles sont les options, enfin, qui s'offrent aux étudiants, après l'obtention de leur diplôme, justement? Ouais. Alors là, il y a plein d'options possibles. C'est le champ des alors on peut faire, comme moi j'ai fait, hein, finalement intégrer, une entreprise, y faire un stage et puis après, rester, hein, CDD, CDI ou CDI Mmh. directement, voilà. Mmh. C'est vrai que souvent ça aide l'entreprise, d'avoir entre guillemets «testé» le stagiaire, avant de lui proposer, un job plus pérenne. Donc ça peut Mmh. être une option. Mais il y a aussi la possibilité de poursuivre, ses études. C'est aussi finalement un peu ce que j'ai fait, en continuant, avec HEC, de se dire: «Bah, aujourd'hui, heu, j'ai envie d'aller explorer telle expertise ou d'avoir une compétence en plus», c'est complètement possible. Vous pouvez aussi prendre, une année sabbatique, hein. Il y en a beaucoup qui font ça, juste après les études et de se dire: «Bah, là, je vais, faire du volontariat, je vais voyager», donc c'est aussi complètement possible. Il y en a aussi qui font un petit peu les 2 dans le sens où, ils intègrent, un VIE, donc une entreprise à l'étranger. Donc ça permet d'avoir le côté, étranger, voyage et puis, mettre un pied quand même dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir, ce qui fait le plus de sens pour vous. Je pense que ce qui est important d'avoir en tête, c'est que, ce seront jamais des années perdues, en fait. On peut avoir l'impression comme ça, en sortant d'école, qu'il faut tout de suite trouver un job, qu'il faut tout de suite, «gagner de l'argent» entre guillemets et puis, s'installer un appart, enfin voilà, ou que sais-je. Mais en fait, encore une fois, la carrière, elle va être longue, hein, plus de 40 ans. Et donc si vous pouvez vous enrichir, au fur et à mesure de votre parcours sur le chemin, tout est bon à prendre en fait. Je pense qu'il faut vraiment, faire, ce qui a du sens pour soi, hein. Il n'y a pas Mmh. de chemin, prétracé. Mmh. Tout droit. Ça. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Alors, ensuite, si on revient un tout petit peu, au sujet de la conception, de la planification d'une Ouais. carrière, enfin, est-ce qu'il y a éventuellement des outils que vous, personnellement, vous recommanderiez, à ce sujet? Ouais, je pense que ce que je disais là tout à l'heure, donc se faire ce petit bilan là sur une feuille, Oui. qui je suis, les compétences, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je veux faire et puis après, c'est de se dire, c'est d'être curieux et de discuter avec toutes les personnes. Alors si vous êtes déjà dans une entreprise, c'est de discuter un maximum avec les personnes de l'entreprise pour, Mmh. connaître davantage leur parcours, ce qui les a motivés et puis aussi voir l'étendue des métiers parce que, on est dans des entreprises, je pense, où, on ne connaît pas la moitié des métiers. C'est tout bête, hein, mais quand on est jeune, ou très petit, on se dit qu'on veut être, pompier, infirmière ou je sais pas quoi, mais on se dit pas, «Je vais être responsable marketing, dans un produit dans la sclérose en plaques». Mmh. Jamais, parce qu'en fait, c'est pas des métiers, visibles plus que ça et Mmh. c'est pour ça, quand vous êtes même en stage, hein, de se dire: «Bah, je suis curieux et puis je vais voir un petit peu ce qui se passe, à côté et je me questionne sur, est-ce que ça me donnerait envie ou pas, quoi. Après quand on est déjà un petit peu, plus avancé, on peut se dire, donc construire un peu son plan en se disant: «Bah, voilà, moi aujourd'hui je fais tel job, est-ce que j'ai envie par exemple d'avoir, un jour, le job de mon supérieur hiérarchique direct?»
Et si oui, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui en termes de compétences pour y arriver? Ce qui permettra d'avoir cette vision de, finalement, c'est quoi la prochaine étape? Sachant que dans toute planification de carrière, il ne faut pas réfléchir à une carrière, avec, de la croissance uniquement, verticale. Ça peut marcher, mais ça marche pas forcément tout le temps et l'idée, c'est aussi faire de la croissance horizontale, hein. Donc, horizontale, ça veut dire avoir un même poste, un même niveau de poste que le précédent. Donc, pas forcément devenir le manager de la personne que vous êtes, mais en tout cas d'être, sur des postes qui sont, de façon plus horizontale avec des grades similaires. Donc l'idée, c'est de raisonner peut-être aussi un peu en saut de puce, donc se dire: «Bah, tiens, avant d'avoir le poste de mon N+1, bah, je fais un pas de côté, je fais, le même grade mais un nouveau job et puis après ça m'enrichira pour avoir, l'étape du dessus, en fait». Moi, je pense que le meilleur point, c'est ça, c'est d'alterner, des sauts entre guillemets, «latéraux» et puis, des sauts un peu plus, verticaux pour justement s'enrichir à chaque étape, quoi. Encore une fois, ce qui est important, c'est de se dire, un peu où est-ce que je veux aller et donc qu'est-ce qui me manque pour y aller, quoi. C'est vraiment ça qui est intéressant. Moi, par exemple, donc j'ai intégré les ventes, moi je sais que je voulais être, responsable marketing, d'un traitement. J'étais directrice régionale des ventes et je me disais, bah, pour avoir ce point de responsable marketing, j'ai fait un pas de côté. Moi, je suis allée au médical pour justement, m'enrichir de cette compétence-là. Ce qui fait que dans mon poste actuel, je suis «plus pertinente» entre guillemets pour, réfléchir, avoir une discussion sur les enjeux du traitement, maintenant que je suis passée par la case médicale. Si j'avais fait que les ventes, j'aurais été peut-être un petit peu, limitée, en tout cas dans mon diagnostic de certaines situations. Donc je pense que c'est vraiment ça qu'il faut voir quand on planifie un peu sa carrière, se dire, heu, qu'est-ce qui fait sens dans 2-3 ans et puis comment je peux y arriver, quoi, en regardant les sauts de puce qu'on peut faire. Mmh mh. Donc en combinant le horizontal et le vertical pour enfin Exactement. enrichir ses compétences. OK, Ouais, c'est c'est très ça. clair. Ouais. Merci beaucoup. Alors, une autre question. Si jamais on sent qu'on a besoin d'aide, justement pour construire enfin sa carrière, quelles sont les personnes qui pourraient éventuellement aider? Si on a besoin d'un mentor, par exemple, comment faire pour en trouver un, tout simplement? Ouais. Bah, c'est une question hyper importante parce qu'un point aussi important, c'est de se dire que le plan de carrière, il se construit toute la vie, en fait. Enfin, toute la carrière. Donc c'est pas juste au début, ou dans les premières années, mais d'avoir vraiment, jusqu'à quasiment la fin de la carrière, le plan, il est en perpétuelle construction et donc Mmh. ça vient avec cette histoire d'avoir, toujours des personnes avec qui en parler. C'est vraiment important d'avoir des gens qui, sont un peu désintéressés de votre parcours, dans le sens où c'est pas forcément, votre manager, mais Mmh. qui permettent aussi de rajouter des perspectives ou des visions que vous aviez peut-être pas vous comme ça. Donc ça peut commencer, ne serait-ce qu'avec, les anciens de l'école dans lequel vous êtes, les alumni. Je pense que là, c'est, déjà un bon moyen d'avoir des personnes, qui, sans doute font des métiers dans des secteurs très, très différents et donc qui peuvent vous donner un petit peu cette vision. Vous pouvez avoir aussi éventuellement des amis de vos parents qui, sont, soit dans des, entreprises qui vous intéressent ou, voilà, des personnes comme ça qui peuvent, vous donner des conseils. Ensuite, dès qu'on est, avec un pied dans l'entreprise, souvent le premier mentor, ça reste quand même le manager, c'est celui qui va un petit peu vous guider. Chez J&J, on a une approche où le manager, tient également le rôle de coach et on a des rendez-vous spécifiques dans l'année, justement pour parler carrière et développement. Là, ça va, être, bientôt là, début juin chez nous et c'est vraiment des temps où, on ne parle que carrière et développement, on ne parle pas, du job, day to day, quoi. C'est vraiment plus, de la projection sur, l'étape d'après, qui peut être dans demain comme dans 2-3 ans. Et puis après, en entreprise, ce qui est important, c'est d'avoir aussi, l'identification d'un mentor hors, lien hiérarchique. Mmh. Ça moi j'aime bien parce qu'encore une fois, il y a pas d'enjeu, Mmh. de la personne de maintenir son équipe comme elle est. Quand on discute avec son manager, forcément dans sa tête peut avoir justement, je sais pas si la personne a 5 personnes,
de faire évoluer telle ou telle personne pour pas que la personne se retrouve avec 0 personne sous elle. Mmh. Donc, peut avoir des discussions, aussi avec, des personnes qui n'ont rien à voir avec, l'équipe dans lequel vous êtes. Ça, c'est toujours hyper important. Vous pouvez, approfondir des métiers différents. Alors ça peut être formalisé, hein, on peut avoir, moi par exemple, j'ai un mentor formalisé, dans l'entreprise, mais finalement vous pouvez aussi, avoir des discussions avec des personnes, dans l'entreprise qui font d'autres métiers que le vôtre, que ce soit pas forcément, formel, c'est votre mentor, tous les mois vous le voyez, mais des personnes comme ça un peu, ressources qui vont vous aider à, tout au long de votre carrière, d'avoir voilà, d'autres visions, d'autres façons de faire. Donc ça peut être, je vous dis, formel ou, pas formel. Ce qui est important, c'est de toujours être en contact avec des personnes, en fait, et de Mmh. discuter, de ce que vous avez envie de faire. Poser aussi la question, à la personne en face de vous. Les gens adorent parler d'eux souvent, donc faut pas hésiter à leur demander ce qu'ils ont fait, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui les a poussés à faire ce job-là, qu'est-ce qu'ils veulent faire après. Et en fait, tout ça, ça va vous nourrir vous, en fait, sur, bah, est-ce que ça fait sens ce qu'il est en train de me raconter? Est-ce que moi je me vois là-dedans ou pas? Ah bah oui, tiens, j'avais pas pensé, ce job-là, peut être intéressant à un moment donné. Donc c'est vraiment ça, c'est rencontrer un maximum de personnes et être toujours curieux, pour pas rester dans son scope et vraiment, explorer toutes les possibilités, quoi. Mmh. Être à l'écoute, des expériences Ouais, des autres donc. Ouais, 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 très bien, complètement. Ouais. merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses, à vos yeux, qu'il vaudrait mieux éviter quand on pense à la planification de son parcours, de sa carrière? Je pense qu'il faut éviter d'être passif. Mmh. Heu le premier acteur de son développement, c'est nous, hein. On sera jamais un meilleur ambassadeur que soi-même. Ce qui est important, c'est, aussi d'exprimer nous-mêmes ce qu'on a envie de faire. On a toujours un manager, enfin dans le meilleur des cas, enfin moi ça m'est toujours arrivé, mais d'avoir un manager qui, sera, aussi ambassadeur de ce que vous voulez faire, mais ce sera forcément traduit avec ses propres mots. Donc c'est toujours intéressant à un moment donné que ce soit vous, hein, avec votre bâton de pèlerin, et d'aller discuter avec, un tel en disant: «Bah, moi j'ai envie de faire ça». C'est vraiment important ça d'être acteur, de son développement. Ce qui est important aussi, c'est, de pas suivre une voie toute tracée et de se dire que, le voisin il a fait ça, pour arriver là, bah, ça m'intéresse d'arriver là, donc je vais faire comme lui. C'est important d'avoir des parcours différents, c'est important d'avoir d'apporter d'autres choses. Moi, au poste où je suis aujourd'hui, quand on regarde, mes collègues qui sont aussi responsables marketing d'un autre traitement, je crois qu'on a pas du tout le même parcours. Il y en a qui ont Mmh. été chefs de produit avant, il y en a d'autres qui ont été, sur le terrain, il y en a d'autres qui faisaient encore une fois un autre métier ou alors qui faisaient ce même métier-là, mais dans un autre, laboratoire. Donc, ce qui est important, c'est aussi de cultiver un petit peu sa propre, sa son propre terreau, j'ai envie de dire, en tout cas, qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi différent, du collègue, quoi? Et après, à éviter, je pense, c'est, d'avoir envie d'aller trop vite. Mmh. Encore une fois, la carrière, elle est longue. Hem, Ça sert à rien, d'avoir voilà de vouloir être tout de suite, au bord d'une boîte, par exemple, 5 ans après. Heu, il y a le temps, de se poser les bonnes questions, les bons choix et puis de s'enrichir de l'expérience. Je c'est une des anciennes présidentes de Janssen, qui m'avait dit: «Le seul reproche entre guillemets qu'on peut te faire aujourd'hui, c'est, ton manque d'expérience, mais tu n'y es pour rien». C'est-à-dire qu'il faut plus qu'attendre que tu prennes entre guillemets des années d'expérience, quoi Mmh. et c'est important ça de je le vois bien quand on peut avoir cette volonté de changer de job tous les ans. C'est important d'avoir, du recul aussi sur les choses, parce qu'au début, on fait d'une certaine manière et puis après on va apprendre que finalement, il fallait peut-être pas le faire comme ça et donc c'est intéressant d'avoir quand même des parcours, alors sans faire 10 ans la même chose, hein, mais de se dire: «Bah, voilà, peut-être au bout de 2 ans, je commence à avoir fait entre guillemets «le tour» du job que je suis en train de faire», quoi.
Donc c'est peut-être ça, d'éviter de vouloir aller trop vite et puis d'être passif. Mmh mh. Donc ne pas se précipiter, hein, prends le Mmh. temps. Mmh, Ouais. très bien. Alors, est-ce qu'il y a éventuellement, pour vous, des formations complémentaires, enfin bon, qu'on peut ajouter à sa carrière? Enfin bon, est-ce que c'est une idée de le faire? Mmh. Mmh. Ouais, complètement. Bah, je veux dire que c'est une bonne idée puisque je l'ai fait. Mmh, Mais, c'est aussi une bonne idée de pas le faire, hein. Il y a vraiment pas de mmh, problème. Je pense que c'est, hyper personnel. C'est vous de vous dire, si vous avez déjà une idée de quel, environnement ou de quel job vous voulez faire, de se dire: «Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes complètement équipé pour, en tant que jeune diplômé, y accéder?» Et heu et moi, je sentais en fait que j'avais besoin d'ajouter à mon parcours scientifique, une compétence plus commerciale, donc avec HEC pour, heu, justement avoir cette, on m'a toujours dit: «C'est bien de parler sciences, mais il faut savoir en parler» et c'est vrai qu'à HEC, on avait des cours, de gestion de projet ou de mise en scène un petit peu pour, pouvoir exposer, nos résultats scientifiques donc ça, pour moi, c'était important, mais il faut savoir pourquoi vous le faites et si vraiment ça va vous apporter quelque chose. Faut mmh, pas, je pense non plus s'épuiser à rajouter plein de diplômes, hein. C'est pas du tout l'idée, mais si ça fait sens par rapport à ce que vous voulez faire, carrément, c'est une bonne idée. mmh. Très bien, merci beaucoup. Alors, si on revient justement à la situation des étudiants qui nous écoutent, une fois qu'on a fini ses études, on a obtenu son diplôme, on sort, de la fac, on n'a pas forcément beaucoup d'expérience et est-ce que vous avez des conseils, enfin, pour décrocher un 1er emploi? Comment on fait pour connaître sa valeur? Enfin, Mmh. négocier son salaire? Enfin, ce genre Mmh. de choses. Ouais, c'est des bonnes questions parce que c'est vrai que ça peut faire un peu peur au début de se dire: «Mince, comment, je vais pouvoir me différencier, des autres?» mais il faut savoir que par définition, de toute façon, le jeune diplômé, il a pas beaucoup d'expérience, professionnelle donc quand il y a des offres de postes, voilà, qui sont, ouvertes pour ce profil, les recruteurs savent, aussi à quoi s'attendre. Mais je pense que ce qui est important pour vous, c'est de vous dire finalement, vous avez tous des expériences, vous avez fait des stages ou des jobs d'été, vous avez peut-être un parcours, dans des associations et c'est de mettre en parallèle finalement les compétences techniques et non techniques que vous avez apprises, dans ces jobs d'été, dans ces stages, au sein de votre parcours associatif, qu'est-ce que vous savez faire et aussi qu'est-ce que vous savez être. C'est hyper important, d'avoir vraiment cette balance entre mes compétences techniques et mes compétences, non techniques, par exemple, mon intelligence, relationnelle ou, lors d'un parcours, lors d'un je ne sais pas moi, lors de mon job d'été, j'ai dû faire ça et donc voilà comment je m'y suis pris. C'est important de faire des parallèles, vous avez forcément toujours appris, quelque chose ou même, sans parler de parcours associatif, peut-être faire du sport, des compétitions ou, je sais pas, vous étiez, coach, sportif, pour, des étudiants. Voilà, il y a toujours quelque chose que vous pouvez mettre en parallèle de votre activité. Après, pour ce qui est du salaire, je pense que c'est des questions, très importantes. Faut avoir un petit peu en tête les fourchettes, des exemples aussi avec les anciens de votre école et pas forcément non plus se braquer parce que je me souviens avoir eu des discussions, comme ça, où on lançait des fourchettes, brutes, et en se disant: «Non, non, surtout, moi, je veux pas être payé moins que X» et puis, en fait, c'était, sur l'année, peut-être, il y a peut-être une différence de 1 000 €, quand on regarde 1 000 € sur l'année divisé par 12 mois et cetera. Bon, ça fait pas non plus, grand-chose et de se dire, bah, je vais pas dire oui parce que je veux pas être moins que mon plafond. Bon, est-ce que ça fait vraiment du sens? Je pense qu'il faut vraiment évidemment pas être, sous-payé, si c'est, vraiment, pas du tout en ligne avec la fourchette, qu'on vous dit que l'entreprise, doit vous payer ou en tout cas qui est en lien avec, votre diplôme. Après, il faut se dire, bah, c'est un premier job. Si ça vous plaît, ce que vous allez faire et ce que vous allez y apprendre, bah, c'est déjà tout bénef et puis après, bah, si dans cette entreprise-là, le salaire qu'on vous propose n'est pas à la hauteur au bout d'un moment, rien ne vous empêchera de partir et là, vous aurez, du coup, eu un premier job, des compétences et puis derrière, sans doute que, l'entreprise d'après vous donnera un salaire que vous estimez, mieux mais
Mon point, c'est vraiment de pas se fermer des portes, pour une idée de salaire. Encore une fois, bien sûr, l'idée, c'est pas non plus de se brader, hein, mais voilà, faut mettre vraiment, la fiche de poste, ce que vous allez y apprendre, le rayonnement de l'entreprise, est-ce que ça vous donne envie d'y aller ou pas, plutôt que juste un chiffre, de salaire, quoi. Mmh. Très clair, très concret. Merci beaucoup, Marie. Si on passe à un autre sujet qui est tout aussi important, est-ce que vous avez des conseils, pour maintenir un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle? Ouais, ça c'est une super question. Je pense que ce qui est important, c'est, d'avoir cette balance et c'est une question très personnelle parce que ce que moi je mets en place, ce sera peut-être, complètement différent, pour une autre personne. On peut voir, hein, il y en a certains qui vont avoir besoin, d'aller courir entre midi et 2, d'autres qui vont plutôt avoir envie, d'aller, déjeuner à la cantine, avec, les collègues et puis, plutôt, partir, à 18 heures pour aller courir. C'est vraiment très bien. Je pense que ce qui est important, c'est de trouver son propre équilibre et surtout de se dire que, moi quand j'ai commencé il y a 10 ans, il y avait encore des personnes qu'on voyait, à 19h30 encore en train de travailler. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On n'a plus du tout, ce rapport au présentéisme, ce qui est important, c'est de faire son travail, rendre, voilà les dossiers qu'on doit rendre et cetera. Mais en tout cas cette notion de présentéisme, je pense qu'elle a complètement disparu. Et ce qui est plus important, c'est d'avoir des personnes épanouies au travail qui, sont très contents, d'aller, encore une fois, faire du sport, à un moment donné, plutôt que de rester accroché, à son Mmh. bureau. Donc, pour revenir à la question, c'est, qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce qui fait sens pour vous? Et de se dire: «Bah, voilà, à tel jour, je vais, plus tôt parce que je vais au sport», c'est très bien et l'entreprise ne veut que des employés épanouis en vrai, hein, donc qui sont plus productifs en plus, donc Mmh. Bien sûr. Très bien, très rassurant. Et pour revenir à un sujet, enfin, qu'on évoquait rapidement tout à l'heure, au début, qu'est-ce que vous pensez donc de l'idée de prendre une année sabbatique? Si mes souvenirs sont bons, enfin, vous êtes ouais, pour ce principe, ouais, prendre le temps de soit de voyager, de réfléchir à ce qu'on a envie de ouais, faire? complètement. Hem, Encore une fois, c'est hyper personnel. Nous, on a des exemples, hein, chez G&G, on a des personnes qui sont parties, 1 an ou qui sont partis 6 mois. Donc ça peut être fait, soit au début de la carrière, là, comme on disait, juste après les études, soit finalement, au bout de quelques années de travail. Alors j'ai plus en tête exactement les nombres d'années où il faut avoir travaillé, mais je crois que je sais plus si c'est 4 ou je sais plus, mais en tout cas, c'est toujours hyper intéressant, de faire un pas de côté, d'aller voyager, d'aller découvrir d'autres choses et il faut pas avoir peur d'avoir un trou dans le CV. En fait, Mmh, vous aurez toujours appris quelque chose pendant ce voyage-là. Heu, ça sert toujours, votre expérience, personnelle va servir après à à pouvoir gérer des projets. Par exemple, quand, il vous arrive des choses, louper un bus ou que sais-je, dans une contrée très, très loin, ça va développer chez vous des choses que vous pourrez mettre à profit dans votre environnement, professionnel. Donc, ce qui est important, c'est de prendre ce temps-là si vous avez l'impression que c'est important, et de pas avoir peur, ou de se freiner, de se dire: «Bah non, j'y vais pas parce que peut-être que du coup je vais rater la promotion de je sais pas mmh, trop quoi». Si finalement rater la promotion, je sais pas trop quoi, est plus importante, c'est qu'il faut rester. Mais du coup de se dire, «Bah non, je peux prendre cette année, sabbatique pour moi, c'est complètement, légal et valable. J'aurai toujours des choses à raconter au retour et c'est pas un trou dans le CV et puis les expériences sont bonnes à prendre et à expliquer». Donc non, mmh. ça peut être une super chose. Très bien, ça enrichit le parcours. Ouais, exactement. Alors, si, on commence à résumer un petit peu cette masterclass avant de passer à vos questions. Pour vous, qu'est-ce qui serait vraiment important, très important de retenir, enfin, quand vous commencez, votre carrière? Si vous aviez une possibilité de parler à la jeune Marine, quand elle a commencé sa carrière, qu'est-ce que vous voudriez lui dire? Je lui dirais, «Sois curieuse, ouvre tes chakras et apprends de tes collègues». Je pense que c'est vraiment ça, et découvre ce qui est important pour toi,
quel job tu veux faire, quelles valeurs sont importantes pour toi, notamment dans le choix des entreprises. Qu'est-ce qui fait sens, heu, ouais, qu'est-ce que tu veux faire et pourquoi surtout? Notamment quand on peut parler de statut, de, être directeur de je sais pas trop quoi, pourquoi tu veux le faire? Donc, je pense que c'est vraiment ça, ouais. Se poser les bonnes questions et Mmh. apprendre des autres. Mmh mh. Et de se donner le temps de trouver les réponses au fur et à mesure. Exactement. Ouais. Très bien. Et si vous avez un tout dernier conseil, vraiment une toute dernière information à retenir, qu'est-ce que ça serait? Je pense que c'est, de se dire que le on l'a dit, hein, la carrière c'est long, Mmh. que si le chemin, que vous commencez à élaborer là un petit peu comme ça, parce qu'on a toujours des idées de se dire: «Bon allez, après A je vais faire B» et cetera et finalement si c'est pas ça et que c'est autre chose, bah, c'est pas grave et c'est bien aussi. On a complètement du temps pour essayer des choses, et pareil, si ça réussit pas, il y a peut-être des expériences, de se dire: «Bah, tiens, je vais faire un pas de côté, je vais aller faire tel job» et en fait, je me rends compte que c'est pas pour moi, que j'aime pas trop ça, que je suis peut-être pas complètement, non plus, performante dans ce job-là, bah, c'est pas grave non plus. C'est-à-dire que vous aurez quand même appris des choses. Mmh. L'idée, c'est de rebondir. Ce qui est important, c'est de rebondir et de se dire: «Bah, qu'est-ce que du coup, fort de cette situation, qu'est-ce que j'en fais?» et c'est quoi l'étape d'après? Mais il y a toujours des choses à apprendre de tout, en fait et «l'échec» entre guillemets, fait partie de l'apprentissage et on en sortira toujours grandi de ces, Mmh. situations-là. Ça sera toujours explicable dans un CV et on n'a pas forcément envie en entreprise d'avoir des gens, lisses à qui tout réussit quelque part. C'est aussi, de se dire, bah, face à une situation, compliquée, comment est-ce que la personne va réagir? Elle a toujours tout réussi, bon ça peut être un peu compliqué, mais donc c'est important d'avoir en tête, si vous réussissez pas tout, c'est pas grave. Soyez curieux, ouvrez, vos oreilles à toutes les possibilités et puis surtout apprenez, quoi. Mmh. Ouais, je comprends très bien. Personnellement, j'ai surtout appris par mes erreurs, donc je suis parfaitement d'accord avec vous. Très bien. Alors, pour finir, donc la masterclass en tant que telle, il me semble que la bonne nouvelle, c'est que, chez Johnson& Johnson, justement, vous cherchez des alternants en ce moment, Tout c'est à bien fait, ça? ouais, exactement. Nous, on est très friands d'avoir des alternants dans tous les départements, qu'on a, hein. On a donc le marketing, les affaires médicales, le digital, on a aussi, plus un côté, analyste avec, la business intelligence, on a aussi des essais cliniques. On a beaucoup de départements chez Janssen et chez, J&J et donc vous allez pouvoir retrouver tout ça sur le site, carrière de J&J et c'est dans la page, job.jnj.com donc c'est job avec un S, .jnj, .com et après vous sélectionnez, Janssen et puis, France et puis vous aurez, tous les jobs qui sont disponibles pour l'alternance et vous pouvez aussi vous balader parce qu'il y a Janssen, mais il y a aussi, du coup, Johnson& Johnson donc ça peut vous donner, des idées aussi, dans les autres filiales de J&J. Donc en tout cas, n'hésitez pas, on compte sur vous, on est toujours, très à l'écoute, des alternants qui postulent. Très bien. Ben, merci beaucoup, Marine. Plaisir. Alors, donc, si on passe à toutes vos questions, je vois qu'on en a reçu un certain nombre. Et comme je vous disais au début, enfin, on va commencer par les questions qui sont les plus plébiscitées. Donc, on a la plus plébiscitée, qui est une question de Roufanti, qui est comment gérer le sentiment de ne pas savoir ce qu'on fait. Question quasiment existentielle. Ah oui, donc de pas savoir ce qu'on fait, ce qu'on veut faire après? C'est ça, Je l'interprète un peu dans ce sens, OK. Roufanti. Si jamais on interprète mal la question, n'hésitez pas à nous faire signe dans ce cas. Et bah, si on sait pas, je pense qu'il faut tester. Moi non plus, je savais pas, hein, quand, je suis arrivée, le job que j'ai aujourd'hui, j'ai commencé à y réfléchir, je pense, il y a peut-être 5 ans. Donc, je suis rentrée dans la boîte il y a 10 ans. Donc, au début, je pense qu'il faut se dire: «Est-ce que, vous avez un domaine qui vous intéresse?» C'est peut-être déjà ça. Avant de savoir réellement, je sais pas, j'ai envie d'aller, œuvrer pour la protection des océans ou, j'ai envie de travailler, dans l'industrie automobile, je sais pas, mais se dire finalement c'est quoi, le domaine qui va vous intéresser et après de fil en aiguille se dire: «Bah et dans ce domaine-là,
qu'est-ce qui m'intéresse plus? Est-ce que c'est, si on parle d'automobile, est-ce que c'est «vendre des voitures» entre guillemets ou est-ce que c'est, d'être plutôt au niveau de la conception? C'est peut-être d'y aller en étapes un peu comme ça et dès que le domaine vous intéresse, essayez de voir si vous pouvez pas aussi connecter avec des personnes qui travaillent dans ce domaine-là pour aussi, vous enrichir. Mmh. Très bien, merci beaucoup. Ensuite, nous avons une question de Régis au sujet, des écoles, de prestige, on va dire. Il dit donc: «L'HEC vous a permis de faire de bonnes rencontres, qui vous ont aidé à construire votre projet professionnel. Est-ce que vous pensez que le prestige de nos diplômes joue un rôle important dans nos perspectives de carrière?» Je pense que c'est important, comme ça sur le CV, mais que c'est pas si important que ça de si on a une autre école, et Mmh. si on sait bien se différencier en entretien, entre quelqu'un qui aura fait une école prestigieuse et puis quelqu'un qui, aura peut-être fait une école moins prestigieuse, mais qui saura mieux parler, qui aura un savoir, être plus pertinent, c'est là-dessus que ça va jouer. Je pense qu'en effet, quand on regarde le CV et enfin, en tout cas à l'époque et qu'on voit HEC, ça lève sans doute un frein et de se dire: «Bah oui, je vais, considérer du coup la candidature». Mais, je suis pas sûre que ça freine, d'autres pour une autre mesure, dans les vraiment les rencontres avec les personnes. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous avons une question de Laura. Est-ce que vous avez déjà traversé une période de doute quant à votre choix de domaine d'études ou professionnel, où vous vous demandiez si c'était réellement le domaine que vous souhaitiez? Et si oui, comment l'avez-vous géré? Bah oui. Quand j'ai pas réussi pharma, je voulais aller dans le cinéma, donc rien à voir. Je me suis dit que finalement, c'était pour ça que j'avais pas réussi parce que, c'était pas quelque chose qui me poussait outre mesure et donc je me suis dit: «Bah tiens, c'est l'occasion de faire ce que j'ai réellement envie de faire et donc pourquoi pas critique de cinéma?» Voilà. Et en fait, bah, c'est toujours pareil, hein, c'est, de se connaître soi, de se dire, parce qu'une fois que, j'ai loupé le concours pharma, il a bien fallu choisir une école après et de se dire: «Bah, qu'est-ce que je fais?» Et bah, typiquement, j'ai pas fait une école de cinéma. Je suis allée dans une école d'ingénierie de la santé parce que c'est vraiment ce que j'avais envie de faire finalement, c'était presque plus fort que moi. Donc ces moments de doute, il faut les mettre à profit, peut-être que c'est l'occasion de se dire: «Bah, je sais pas du tout ce que j'ai envie de faire». Bah, justement, aller voyager, aller, complètement changer d'air et réfléchir autrement, pas se mettre de barrières aussi par rapport à ce que la société, veut nous faire faire. Mmh, mmh, Ou parce que même les parents, hein, j'imagine que c'est pas forcément toujours évident si, une fois que l'école est finie et que peut-être il y a eu, des préfaits pour, rembourser cette école, on se dit: «Bah mince, maintenant il faut travailler pour rembourser ça». Bah, du coup non, je vais pas aller voyager. Alors il y a peut-être d'autres alternatives, mais en tout cas, c'est encore une fois faire un peu un pas de côté et réfléchir à ce que, vous avez vraiment envie de faire et prendre ce temps-là. Ça prendra le temps que ça prend, c'est pas grave, ou de se dire: «Bah, tiens, je teste un truc qui me parle un peu, ça me plaît pas, bah, c'est pas grave, je change». Je pense que c'est vraiment ça, c'est trouver des et rencontrer des gens pour, justement voir si ce que la personne vous dit en face, bah, vous avez envie de faire pareil ou pas du tout. mmh, mmh. Et justement, nous avons une question relative au changement, donc ça tombe bien. Donc, une question de la part de Brundi. Dans le monde du travail, quand on ne sait pas quel métier ou quel domaine dans lequel on veut travailler, est-ce que c'est facile de changer de métier ou de domaine? Ou est-ce que ces changements sont mal vus par les recruteurs? Non, je pense pas qu'ils sont mal vus du tout, au contraire. Moi, je vais vous parler de ce que je connais. J'ai l'impression comme ça que c'est plus facile de changer de métier au sein d'une même entreprise et Mmh. parce que c'est un peu un pari et donc quand vous êtes déjà dans une entreprise, si je prends juste mon parcours, hein, les personnes me connaissent, donc elles savent ce que j'ai fait. Donc elles ont quelque part une assurance que, l'expérience que j'ai fait avant s'est bien réalisée, donc elles prennent un pari en disant: «Bah, voilà, je vais pouvoir aller sur le job d'après». En plus, nous, dans notre entreprise, on a des assessments qui permettent justement, sur des cas très concrets, de pouvoir de manière objective, se dire, bah, face à une étude de cas, voilà comment les candidats se sont comportés et
et qu'est-ce qu'ils ont répondu. Et donc ça permet aussi de se dire: «Bah, OK, cette personne peut faire le job d'après». Je pense que c'est plus difficile, si demain, par exemple, je devais changer d'entreprise, je pense que je repartirais sur soit un job que j'ai déjà fait puisqu'il est dans mon CV, soit le job que je fais aujourd'hui. Et après dans cette entreprise-là, là, je pense que encore une fois, c'est possible, de faire plutôt un pas de côté, un autre métier. Mmh. Moi, j'aurais plutôt tendance à voir ça comme ça, en disant que, l'entreprise a moins de garanties de tout de suite vous proposer un job qui a rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui. Mmh. Hem, ou alors dans ces cas-là, peut-être, reprendre une étude, des études ou une formation, si par exemple vous avez envie de faire du digital alors que vous faites, des ventes, et bah, peut-être d'avoir une petite, formation, complémentaire qui va permettre, après de postuler sur, des postes qui sont plutôt, en lien avec le digital. Mmh. Très bien. Merci beaucoup Marine. On a Victor qui revient justement sur l'idée, de l'année sabbatique, et qui demande si, ça peut pas être un frein, en fait, dans la reprise, des études après avoir, enfin, goûté à la vie active. Donc un frein, pour lui entre guillemets, et pas pour l'entreprise. Ça peut, ça peut, hein, on a des personnes, alors là, c'est plus, dans mon entourage, perso, mais qui, ont décidé de changer, complètement, d'orientation, suite à une année sabbatique. Mais ce sera jamais un frein, c'est juste un changement, en fait. C'est pas, ça mettra peut-être un stop dans l'entreprise, où la personne est si, finalement, quand elle revient, elle est plus en phase avec les valeurs ou je sais pas, ou avec sa façon de concevoir son métier. Mais du coup, elle prendra une autre porte et rien n'est un frein au final. Mmh, C'est, juste qu'est-ce qu'on décide d'en faire. Mais mmh, il y a pas de en vrai, tout est possible, hein, moi j'ai une de mes contacts là au sein de chez, Janssen qui m'a dit l'autre jour, «Sky is the limit», hein, donc c'est un peu ça. Je pense que mmh, tout est ça dépend comment vous en parlez, comment vous rebondissez après, qu'est-ce que vous voulez en faire de cette année sabbatique. Mais si vous êtes, hyper motivé, heu, de dire: «Bah, voilà, j'ai appris ça, j'ai mis, 1 an de pause, maintenant je me connais mieux, je sais que je veux aller sur ça», c'est pas du tout un frein, hein. mmh. Très bien. Nous avons aussi une question de la part de Oumaima, sur le lien entre le niveau d'études et le salaire. Plus concrètement, est-ce que le fait, de faire un doctorat et se tourner ensuite vers les entreprises, ça aide à augmenter, rapidement le salaire? Bah, je pense qu'il y a des grilles, de salaire en fait, en fonction du niveau d'études qu'on a et puis, des postes en face. Donc, dans l'absolu, oui. Après, c'est très hypothétique et j'avoue que je suis pas RH, donc, je connais pas, les grilles de salaire, mais, dans l'absolu, on peut se dire qu'effectivement, en fonction des diplômes qu'on a, plus on a un niveau d'études, plus le salaire est important. Mais ça peut être aussi, pas forcément vrai. L'idée, c'est pas de courir à la course au diplôme. À un moment donné, ça bon, ça stagne quand même, c'est après les années d'expérience qui vont permettre aussi de cranter. Mais, dans l'absolu, oui, je pense qu'un diplôme, par rapport à un bac+2, sera plus, un doctorat pardon, sera plus, rémunéré. Mais encore une fois, ça dépend dans quel domaine. Il y a des domaines aussi qui rémunèrent plus que d'autres. Heu, si on parle du privé et du public, par exemple, tout simplement, on le sait aussi, chez les médecins. Bah, c'est à peu près vrai, dans tous les métiers. Mmh, très bien, merci beaucoup. Une question de la part de Mathilde, qui veut savoir si vous avez des conseils spécifiques pour une carrière en recherche et développement? Alors oui, c'est la commencer. Bah, là, c'est pareil, il faut se demander: «Est-ce que je préfère faire de la recherche et du développement dans le privé ou dans le public?» Moi, je sais, que j'avais envie plutôt de le faire dans le privé parce que, c'est là où il y a le plus, d'argent sur la table pour justement, permettre des projets de développement. On sait que dans le public, c'est peut-être un peu plus compliqué, Mmh. mais c'est aussi possible. Donc, je pense que c'est déjà ça, privé ou public. Et puis une fois que vous avez répondu à cette question-là, et bah, de voir finalement, il y a beaucoup de recherches cliniques dans tous les hôpitaux, hein,
dans tous les grands CHU. Donc ça peut être aussi une porte pour y aller. Et puis après, les laboratoires pharmaceutiques évidemment, ou les biotech aussi. Il y a beaucoup de recherches en biotech. Donc c'est de regarder un petit peu ces différentes possibilités. Très bien. Alors, il y a Chat qui a une question concernant votre école, ILIS, pour savoir si elle vous aidait à trouver des stages en recherche, si elle avait des partenariats dans ce sens. Non, pas du tout. Moi, je me souviens que la première année, j'ai fait à peu près tout l'annuaire du LEM. Donc le LEM, c'est toutes les entreprises du médicament. C'est d'ailleurs les entreprises du médicament, LEEM. Et en fait, dessus, il y a un annuaire. Alors, je ne sais plus de quelle personne exactement par entreprise il y a, mais moi, j'ai écrit à, je crois, l'intégralité des entreprises qui m'intéressaient. Bon, c'était il y a quand même très longtemps, 15 ans. Donc maintenant, il y a sans doute d'autres façons de faire, et notamment LinkedIn, hein, de voir finalement quelles sont les personnes intéressantes, donc RH, etc., dans les entreprises que vous voulez cibler. Mais non, c'était vraiment spontané à chaque fois. J'avais pas de piston, je connaissais personne dans les entreprises. Moi, j'ai commencé par faire un stage à l'hôpital Bichat à Paris, en recherche clinique. Et ensuite, l'année d'après, j'ai réussi comme ça à obtenir, nous on avait 2 fois 2 mois de stage en deuxième année, donc j'avais Boehringer Ingelheim la première fois et GSK la deuxième. Mais non, c'était vraiment démarchage à l'ancienne, envoyer des missives en espérant qu'il y ait un retour. Donc sur les 50 envoyés, j'ai dû avoir 2 retours. Bon, c'est déjà bien, mais voilà. Je comprends parfaitement. Alors, on a aussi une question, justement sur le secteur, enfin, pharma. Donc, est-ce que vous savez s'il va y avoir plus de postes en pharma disponibles en juin, juillet pour des juniors ayant fini leurs études fin août? Malheureusement, il n'y a plus que des postes d'alternance. Très difficile de trouver des offres pour les juniors. De la part de Nora. Alors ça, honnêtement, ça dépend énormément des départements. Parce qu'on n'a pas de en vrai, je sais pas. Je pense que ça dépend vraiment de l'état si moi je prends mon département aujourd'hui, aujourd'hui il y a pas de poste vacant, donc on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura une personne qui va changer, au sein de ce département, et donc c'est à ce moment-là que quand le poste s'ouvre, qu'on se pose la question de: «Est-ce qu'on a besoin d'un senior ou d'un junior?» Mais je suis pas sûre qu'il y ait vraiment des vagues de moments en fait où c'est disponible. C'est pour ça que l'alternance est un super, bon, moyen aussi, comme ça l'entreprise elle peut, éventuellement vous garder, si ça se passe bien. Après il faut pas hésiter non plus donc à voir ce qu'il y a de disponible sur les sites, et puis, il y a des fois, d'écrire directement si ça vous intéresse, au contact RH de l'entreprise pour lui montrer que vous êtes, très intéressé, et puis après la personne pourra peut-être vous garder votre CV, le jour où il y a un job qui s'ouvre. Mais en termes, c'est vrai, de date, il y a pas vraiment, c'est pas comme les rentrées scolaires où Mmh, en septembre tout est disponible, c'est plutôt au fil de l'eau en fait, en mmh, fonction des besoins mmh, des entreprises. bien sûr. Je pense qu'on peut peut-être faire une toute dernière question avant de clôturer, qui vient donc de la part de Madeleine. Est-ce que, vous avez, une méthode, de conception d'un nouveau parcours professionnel pour quelqu'un qui a donc déjà une expérience de 15 ans, mais dans un autre pays, pour s'insérer au mieux dans le monde professionnel français? Ce qui est important peut-être aussi, c'est, il y a des boîtes qui existent sur les biens de compétences. Donc moi j'en connais une qui s'appelle Même pas Cap, qui peut permettre aussi d'aider, justement les personnes qui ont déjà eu un parcours professionnel, et à regarder le parcours, que vous avez eu et ce que vous voulez faire. Je pense que ça, faut pas hésiter à utiliser, les personnes comme ça qui sauront beaucoup plus que moi, aller profondément dans ce que vous voulez faire, et vers où aller, et en tout cas vous accompagner, dans ce nouveau parcours.
Très bien. Merci beaucoup Marine. Je pense qu'on approche un petit peu, de la fin, donc j'ai quelques éléments d'information, quelques, derniers éléments pour les étudiants qui nous écoutent. Je viens de publier un tout petit sondage, dans l'onglet, sondage. Donc si vous avez un petit instant juste pour nous dire, enfin, ce que vous avez pensé de notre masterclass, ça nous aidera beaucoup. Et j'ai vu passer une question aussi concernant les attestations de présence. En fait, on n'en fait pas, pour les masterclass. Donc j'ai vu qu'il y avait plusieurs, personnes qui se posaient cette question. Donc pour information, il y en a pas. Je voulais aussi vous donner quelques dernières petites informations, enfin, si ça vous intéresse, de voir d'autres masterclass. On en a déjà fait, plusieurs qui se trouvent sur notre chaîne, YouTube et sachez d'ailleurs que, la masterclass d'aujourd'hui est bien évidemment, enregistrée et sera aussi publiée, sur notre chaîne YouTube. Vous allez recevoir un lien par email une fois qu'elle est disponible. Donc n'hésitez pas, enfin si, ce genre de contenu est important pour vous, d'aller regarder ce qu'on a, enfin, sur YouTube, sur votre Carrière Inter, la plateforme, sur le site, les réseaux sociaux, enfin Instagram, TikTok, et cetera. On y est et on a essayé de créer ce genre de contenu, pour vous, pour vous aider à vous orienter, au mieux. Voilà. Mais je voulais aussi vous dire, Marine, vraiment un très, très, très grand merci, d'être venue aujourd'hui et aussi pour vos conseils, qui vont beaucoup aider les étudiants qui nous ont écoutés aujourd'hui. Ah bah, un grand merci, c'était un plaisir d'être avec vous. Merci et merci aussi à tous les étudiants, qui étaient avec nous aujourd'hui et toute dernière chose, très importante, bonne chance dans vos recherches, et dans vos parcours, professionnels. Et je vous propose de clôturer. Bonne journée à tous et à Bonne bientôt journée. sur Job Teaser.